Un millionnaire a amené sa fille à un rendez-vous en prétendant être pauvre, mais il a été choqué par la manière dont la serveuse a traité sa fille, et il est tombé éperdument amoureux. Marc Lefebvre observait par la fenêtre de son bureau situé au dernier étage d'un immeuble moderne au cœur de Paris. À 52 ans, il incarnait l'image même de la réussite. Propriétaire de plusieurs entreprises florissantes, il avait bâti un empire à la seule force de son travail acharné et de son esprit visionnaire. Pourtant, en ce jour gris d'automne, une lassitude inhabituelle assombrissait son regard habituellement vif. Les honneurs, les dîners mondains, les compliments intéressés, tout cela avait perdu de son éclat depuis longtemps. Chaque sourire rencontré semblait calculé, chaque poignée de main lourde d'attentes cachées. Marc n'était plus certain de pouvoir distinguer la sincérité dans ce monde qui lui avait tant donné mais qui, en retour, exigeait sans cesse davantage. C'est ainsi que, en ce début de semaine, il prit une décision inhabituelle. Il appela Élise, sa fille unique, aujourd'hui âgée de 21 ans, pour lui proposer une escapade loin de tout cela. Élise, habituée au confort que la fortune de son père avait toujours procuré, accepta sans poser trop de questions, ravie à l'idée de voyager avec lui. Marc n'avait pas l'intention de lui révéler toute la vérité sur cette escapade. Il ne s'agissait pas simplement de vacances, mais d'une tentative de retrouver quelque chose d'essentiel, quelque chose qu'il sentait s'être égaré en lui au fil des années. Ils choisirent ensemble une petite ville du centre de la France, un endroit discret, charmant sans être ostentatoire, où personne ne serait susceptible de les reconnaître. La ville de Saint-Aubin, avec ses ruelles pavées, ses maisons anciennes et ses champs dorés à perte de vue, semblait tout droit sorti d'une autre époque. Le rythme de vie y était lent, presque immuable, à l'opposé du tourbillon incessant de Paris. C'était l'endroit parfait pour ce que Marc avait en tête. À peine arrivé, Marc exposa son plan à Élise. Ils abandonneraient leur identité pour quelques jours, se faisant passer pour des personnes modestes, vivant sans extravagance, sans le soutien de cartes de crédit illimitées, ni de services de conciergerie. Élise, d'abord déconcertée, protesta légèrement. L'idée de se priver de tout confort lui paraissait presque inconcevable. Toutefois, sous le regard insistant de son père, elle finit par céder, mue par une curiosité enfantine et le désir de lui faire plaisir. Ils louèrent une petite maison aux abords de la ville, une bâtisse en pierre, couverte de lierre, avec des volets en bois et un petit jardin envahi de fleurs sauvages. À l'intérieur, le mobilier était simple, voire rustique. Des fauteuils en rotin, une grande table en bois massif, des lits au matelas un peu trop fermes. Pas de télévision dernier cri, pas de domotique sophistiquée, seulement l'essentiel. Et surtout, un calme presque surnaturel pour deux citadins habitués au tumulte permanent. Le premier matin dans leur nouveau foyer improvisé fut marqué par un silence inhabituel. Élise, vêtue d'un jean et d'un pull large, tenue qu'elle n'aurait jamais portée à Paris, déjeunait sans enthousiasme une tartine de confiture artisanale pendant que Marc feuilletait un journal local jauni par le temps. Le besoin de rompre cette monotonie s'imposa rapidement. Ils décidèrent de partir explorer les environs et, pourquoi pas, de trouver un endroit agréable où déjeuner. En flânant dans les rues, ils découvrirent une petite place ombragée par des platanes centenaires, au centre de laquelle se trouvait un café modeste mais accueillant. L'enseigne en bois, joliment peinte à la main, annonçait « Le jardin de Camille ». L'endroit semblait figé hors du temps, avec ses tables en fer forgé, ses nappes à carreaux rouges et blancs, et ses pots de fleurs multicolores disposés sur les rebords des fenêtres. Marc sentit son cœur se détendre légèrement. Il était encore tôt, et la place était paisible, traversée seulement par quelques passants et des enfants en route pour l'école, loin des objectifs de paparazzi, loin des regards inquisiteurs du monde des affaires. Il respirait enfin. Il proposa à Élise de s'installer à une table à l'ombre d'un grand platane. Sa fille, bien que réticente face à l'aspect modeste du lieu, hocha la tête. Peu après, une jeune femme apparut sur le seuil du café, essuyant ses mains sur un tablier de lin. Elle devait avoir une trentaine d'années, avec de longs cheveux châtain clair, attachés en un chignon désordonné, et un sourire franc illuminant son visage. Elle s'approcha de leur table d'un pas léger, portant un petit carnet et un crayon coincé derrière son oreille. Sans trace d'affectation, elle les salua chaleureusement, comme s'ils étaient des habitués attendus depuis toujours. «
Bonjour et bienvenue au jardin de Camille. Vous voulez déjeuner ou simplement prendre un café? Demanda-t-elle avec une voix douce et assurée. Marc échangea un regard complice avec Élise avant de répondre. Il se sentit étrangement ému par la simplicité sincère de l'accueil. Il n'y avait dans les yeux de cette jeune femme aucune trace de calcul, aucun intérêt caché, rien que l'envie de bien faire son travail et d'offrir un moment agréable à ses clients. « Nous aimerions déjeuner, merci », répondit-il avec un sourire qu'il ne se souvenait pas avoir esquissé si spontanément depuis longtemps. La jeune femme leur tendit la carte, rédigée à la main, où figuraient des plats simples mais prometteurs. Soupe de légumes du potager, tarte salée maison, salade du marché. Pas de menu sophistiqué, pas de présentation prétentieuse, seulement une cuisine authentique. Élise, habituée aux cartes étoilées et aux chefs renommés, fronça légèrement les sourcils en parcourant les options, mais ne fit pas de commentaires audibles. La serveuse, qui se présenta comme Camille Moreau, revint prendre leur commande avec un naturel désarmement. Elle échangea quelques mots avec Marc sur le temps splendide de la région, sur les fleurs locales, sur les événements organisés par la mairie pour le week-end à venir. Chaque phrase sonnait juste, dénuée de cette politesse forcée que Marc avait fini par déceler dans tant de conversations professionnelles. En observant Camille retourner vers l'intérieur du café, Marc sentit une curiosité sincère naître en lui, mêlée à un inexplicable sentiment de soulagement. Ici, dans ce lieu oublié des circuits touristiques, personne ne cherchait à le séduire pour ses millions. Personne n'attendait rien de lui, sinon peut-être un sourire en retour. Il n'avait jamais imaginé qu'un simple déjeuner dans un village reculé puisse éveiller en lui un tel sentiment de renouveau. Sans le savoir encore, cet instant marquait le début d'une transformation bien plus profonde qu'il ne l'aurait jamais anticipée. La cloche suspendue au-dessus de la porte du jardin de Camille tinta doucement alors qu'une légère brise matinale s'engouffrait dans le café. Marc et Élise venaient à peine de s'installer qu'une atmosphère de sérénité les enveloppa. Autour d'eux, quelques habitués prenaient leur café en lisant leur journal ou échangeant des nouvelles locales. Loin de la cohue parisienne, cet endroit semblait appartenir à un autre temps, où la valeur d'une conversation n'était pas mesurée par l'importance de celui qui la tenait, mais par la sincérité de l'échange. Camille Moreau, la serveuse, au sourire sincère qu'ils avaient rencontré à leur arrivée, circulait avec une aisance naturelle entre les tables, prenant soin de chacun avec une attention discrète mais réelle. Lorsqu'elle revint vers Marc et Élise, elle posa devant eux 2 verres d'eau fraîche et un petit panier de pain fait maison, encore tiède. Il ne s'agissait pas de gestes dictés par un protocole de service sophistiqué, mais d'une gentillesse véritable, enracinée dans l'habitude de bien recevoir. Marc observa sans mot dire la façon dont Camille adressait un mot amical à chaque client, s'enquérant de la santé de l'un, félicitant l'autre pour la naissance récente d'un petit-fils, partageant un éclat de rire discret avec une vieille dame assise près de la fenêtre. Son regard pétillait d'une lumière chaleureuse qui semblait rendre le lieu lui-même plus vivant. Elle n'avait besoin d'aucune mascarade, d'aucune stratégie de séduction sociale. Sa simple présence suffisait. Lorsque Camille s'approcha pour prendre leur commande, Élise, d'un geste élégant mais maladroit dans ce contexte simple, feuilleta la carte avec une moue imperceptible. Marc, sentant la gêne de sa fille, décida de rompre le silence. « Que recommandez-vous aujourd'hui » demanda-t-il avec un sourire sincère. Camille prit le temps de réfléchir avant de répondre, comme si chaque plat méritait d'être décrit avec soin. « La tarte aux légumes est faite avec les produits du marché de ce matin, » dit-elle. « Sinon, nous avons aussi une soupe de potiron qui est parfaite pour la saison. » Marc acquiesça immédiatement. Élise, quant à elle, hésita. Elle n'était pas habituée à devoir choisir entre 2 plats modestes. Le luxe auquel elle était habituée avait toujours présenté des cartes infinies, avec des descriptions élaborées, des ingrédients rares et exotiques. Ici, le choix était réduit, mais portait en lui une authenticité à laquelle elle n'était pas préparée. « Je prendrai la tarte », dit-elle enfin d'une voix peu assurée. Camille nota la commande sans montrer la moindre impatience face à l'hésitation d'Élise. Elle fit un signe de tête approbateur et s'éloigna d'un pas léger, laissant derrière elle un léger parfum de fleurs d'oranger. Marc observait discrètement Camille évoluer dans la salle. Elle n'était pas seulement une serveuse, elle était le cœur battant du café, celui qui maintenait l'équilibre fragile entre simplicité et bonheur. Il n'y avait pas de calcul dans ses gestes,
seulement une volonté sincère de rendre chaque moment agréable. C'était un art perdu dans son monde à lui, où chaque geste avait un but caché, chaque sourire était un masque. Pendant que Camille préparait leur repas, Marc engagea la conversation avec Élise, tentant de dissiper son malaise. Il parlait à voix basse, posant des questions simples sur ses impressions, ses attentes. Élise répondait poliment, mais ses réponses trahissaient son inconfort. Elle n'osait pas critiquer ouvertement l'endroit, mais son regard, souvent posé sur les murs défraîchis ou sur les couverts ébréchés, parlait pour elle. Lorsque Camille revint avec les plats, elle les disposa devant eux avec une délicatesse remarquable. La tarte dorée à souhait exhalait un parfum alléchant de légumes grillés et d'herbes fraîches. La soupe, servie dans un bol en céramique artisanale, dégageait une vapeur réconfortante. « Bon appétit !» leur souhaita-t-elle avec un sourire sincère. Marc goûta la soupe et sentit une explosion de saveurs simples, mais parfaitement équilibrées. Il ferma brièvement les yeux, savourant un plaisir pur, dénué de toute sophistication artificielle. Élise, de son côté, piqua du bout de sa fourchette dans sa tarte. Elle mastiqua lentement, puis posa ses couverts, l'air indécise. Camille, attentive sans être envahissante, remarqua son hésitation. Elle s'approcha, se pencha légèrement, adoptant un ton doux mais ferme. « Est-ce que tout va bien, mademoiselle ?» demanda-t-elle. Élise, prise de court, bafouilla une réponse évasive, cherchant ses mots. Elle évoqua, presque en murmurant, que la tarte était bonne mais que l'assiette était un peu simple par rapport à ce qu'elle avait l'habitude de voir. Camille ne prit pas la remarque pour une offense. Au lieu de cela, elle esquissa un sourire, compréhensif, et répondit avec une douceur désarmante. Parfois, la simplicité révèle ce que l'on oublie de goûter quand on a trop de choix. Ces mots simples en apparence frappèrent Marc de plein fouet. Il observa la réaction de sa fille, qui, pour la première fois depuis longtemps, sembla troublée, comme si une vérité enfouie avait été effleurée. Camille n'avait pas cherché à humilier Élise ni à la rabaisser. Elle avait offert une leçon de vie dans un écrin de bienveillance. Le reste du repas se déroula dans un silence méditatif. Marc savourait chaque cuillerée de soupe, chaque bouchée de pain croustillant, tandis qu'Élise, moins loquace, semblait absorbée par ses pensées. Le monde autour d'eux continuait de tourner lentement, au rythme tranquille de la petite ville. Quand vint le moment de régler l'addition, Camille refusa poliment tout pourboire supplémentaire, expliquant que le service était inclus et que son plaisir était de voir les clients repartir heureux. Une fois de plus, ce geste marqua profondément Marc. Il n'était pas habitué à ce genre de désintéressement. À Paris, tout avait un prix, même les sourires. Ici, dans ce café modeste, l'humanité semblait encore exister à l'état pur. Ils quittèrent le jardin de Camille en promettant de revenir. Tandis qu'ils s'éloignaient, Marc jeta un dernier regard vers l'entrée du café, où Camille saluait un couple de personnes âgées, avec la même gentillesse dont elle avait fait preuve envers eux. Un sentiment étrange, mêlé de respect et de curiosité, grandissait en lui. Il ne savait pas encore que cet après-midi ordinaire marquerait le début d'une transformation qu'il n'aurait jamais imaginée. Il savait seulement qu'il avait envie de revenir, de ressentir à nouveau cette chaleur simple qui avait réchauffé son cœur endormi. Le lendemain matin, une fine brume enveloppait encore les rues de Saint-Aubin, alors que Marc et Élise quittaient leur petite maison pour retourner au jardin de Camille. Marc ressentait une impatience inhabituelle, une hâte sincère de retrouver cette atmosphère douce et honnête qu'il avait goûtée la veille. Élise, quant à elle, suivait d'un pas plus lent, son regard s'attardant sur les pavés irréguliers et les vitrines vieillottes des boutiques locales. Elle n'était pas encore habituée à l'austérité du lieu, ni à l'absence des marques luxueuses qui jalonnaient son quotidien parisien. En entrant dans le café, ils retrouvèrent la même scène apaisante. Les murmures des conversations, discrètes, le cliquetis lointain de la vaisselle et cette odeur réconfortante de café fraîchement moulu et de pain chaud. Camille, affairée derrière le comptoir, leva les yeux et leur adressa un sourire qui fit battre le cœur de Marc d'une manière qu'il n'avait pas ressentie depuis des années. Ils s'installèrent à leur table habituelle, sous l'immense platane, où la lumière du matin filtrait à travers les feuilles en danse silencieuse. La carte n'avait pas changé. Des plats simples, écrits à la main avec une petite touche artistique.
Marc, heureux de retrouver ce petit rituel naissant, la parcourut avec attention. Élise, cependant, feuilleta la carte d'un geste las, son mécontentement caché derrière un masque de politesse. Lorsqu'elle passa commande, elle laissa échapper un soupir à peine audible en constatant l'absence de plats plus élaborés ou de mets qu'elle jugeait à la hauteur de ses standards. « Ce serait bien d'avoir un peu plus de variété », murmura-t-elle en reposant la carte. Camille, qui s'était approchée discrètement, entendit la remarque. Plutôt que de se formaliser, elle sourit avec une douceur contenue. Ses yeux clairs ne trahissaient ni colère ni vexation, mais une sorte de compassion tranquille. « Ici, nous privilégions ce que la terre nous offre », expliqua-t-elle doucement. « Les saisons dictent notre menu, et nous aimons penser que cela nous enseigne à apprécier ce que nous avons, plutôt que de regretter ce que nous n'avons pas. » Ces mots simples et sans prétention suspendirent l'instant. Élise rougit légèrement, surprise qu'on lui réponde ainsi sans chercher à la flatter ou à se justifier servilement. À Paris, une telle remarque aurait sans doute provoqué des excuses empressées ou des tentatives de compensation luxueuses. Ici, Camille offrait une autre leçon, aussi naturelle que le vent dans les branches. Marc, observant la scène, sentit une fierté inattendue mêlée à une inquiétude grandissante. Sa fille, élevée dans l'opulence, avait appris à attendre et à exiger le meilleur de tout, sans jamais véritablement interroger la valeur des choses simples. Ce n'était pas entièrement sa faute. Il avait voulu lui offrir le monde, sans comprendre qu'en lui donnant tout, il l'avait peut-être privé de l'essentiel. Le repas se déroula dans une atmosphère légèrement tendue. Élise, piquée dans son orgueil, mangeait sans grand enthousiasme, tandis que Marc s'efforçait de maintenir une conversation légère. Camille, toujours attentive mais jamais intrusive, circulait entre les tables avec la même bienveillance discrète. Après avoir terminé leur repas, Marc proposa de faire une promenade dans le village. Ils traversèrent les ruelles étroites, passant devant de petites échoppes, vendant du miel local, des savons artisanaux, des confitures maison. Chaque vitrine racontait une histoire de patience, de travail manuel, d'attachement aux traditions. Marc s'émerveillait de cette simplicité retrouvée, tandis qu'Élise jetait des regards distraits, visiblement peu impressionnés. En passant, devant une librairie ancienne, Marc proposa d'y entrer. L'intérieur sentait le papier vieilli et l'encre. Des rayonnages en bois massif ployaient sous le poids de livres aux reliures patinées. Une vieille femme les accueillit avec un sourire édenté mais lumineux. Marc salua poliment, heureux de retrouver, encore une fois, cette authenticité sans farde. Élise, cependant, se détourna rapidement, sortant son téléphone par habitude avant de se rappeler brusquement qu'ici, la connexion Internet était pratiquement inexistante. « C'est ennuyeux », souffla-t-elle à mi-voix en rangeant son appareil dans son sac. Marc sentit une pointe de tristesse le traverser. Que leur monde avait changé, pensa-t-il. Dans cette ville, les gens vivaient encore avec les saisons, les marchés, les rencontres vraies, loin des écrans et des faux semblants. Il se demanda alors si son ambition, sa réussite, n'avait pas volé quelque chose d'essentiel à sa propre fille. Plus tard, dans l'après-midi, ils revinrent au jardin de Camille pour un goûter. Cette fois, le café était plus animé, rempli de familles venues prendre une boisson chaude après le marché du samedi. Camille, débordée mais toujours souriante, leur servit 2 chocolats chauds et une part généreuse de tarte aux pommes. Marc remercia chaleureusement, mais Élise ne put s'empêcher de grimacer légèrement en apercevant une petite tache sur la soucoupe. Camille, remarquant immédiatement le détail, s'excusa avec sincérité et changea la soucoupe sans que Marc ou Élise n'aient besoin de dire un mot. Ce geste humble, loin d'être une soumission, démontrait une fierté tranquille dans le travail. Bien fait. Marc observa la scène avec une admiration croissante. Camille incarnait une dignité silencieuse qui n'avait rien à envier au plus grand de ce monde. Quand ils quittèrent le café en fin d'après-midi, le soleil baignait la place d'une lumière dorée. Marc proposa à Élise de s'asseoir un moment sur un banc pour regarder les passants. Il tenta d'engager une conversation sur les beautés simples de la vie, mais Élise restait distraite, parlant de ses amis à Paris, de la prochaine collection de vêtements qu'elle espérait acquérir, des événements mondains auxquels elle voulait assister. Marc comprit alors, dans une clarté douloureuse, combien un fossé s'était creusé entre eux au fil des ans. Il n'accusait pas Élise, il s'accusait lui-même, conscient que c'était sa réussite, ses absences, son désir, de compenser par des biens matériels
qui avait nourri cette fracture invisible. Il sentit une responsabilité nouvelle peser sur lui, un besoin urgent de réparer ce qui pouvait encore l'être. Alors que le soir tombait, Marc jura silencieusement de ne pas laisser passer cette opportunité. Le séjour à Saint-Aubin n'était fait qu'une pause. Il serait un tournant. Pour lui, pour Élise, et peut-être pour quelque chose d'encore plus grand, dont il ignorait encore l'ampleur. Le doux tintement de la cloche du jardin de Camille résonna encore dans son esprit alors qu'ils regagnaient leur petite maison de pierre, porteur de silence lourd de sens et d'espoir silencieux. Le vent soufflait doucement sur les champs dorés entourant Saint-Aubin, apportant avec lui l'odeur de l'herbe fraîchement coupée et de la terre humide. Dans la petite maison de pierre qu'ils occupaient, Marc Lefebvre était assis sur une chaise, en bois près de la fenêtre, observant sa fille Élise qui feuilletait distraitement un magazine trouvé au marché local. Le contraste entre eux était criant. Marc, vêtu simplement d'un pantalon de toile et d'une chemise de lin, semblait se fondre dans la simplicité du lieu. Élise, malgré ses vêtements modestes, dégageait une aura d'inconfort permanent, comme un oiseau rare déplacé dans une cage trop rustique. Depuis leur arrivée, Marc avait vu naître une tension sourde entre eux, que ni les promenades ni les repas au jardin de Camille n'avaient réussi à dissiper complètement. Ce matin-là, cette tension éclata. En préparant le petit déjeuner, Élise laissa échapper une plainte à peine voilée sur le manque d'options disponibles, regrettant les buffets opulents des hôtels de luxe auxquels elle était habituée. « Tout ici est tellement limité », lança-t-elle en posant bruyamment un pot de confiture artisanale sur la table. Marc resta silencieux un instant, cherchant ses mots. Il sentait que répondre avec irritation ne ferait qu'élargir le fossé entre eux. Pourtant, il ne pouvait s'empêcher de ressentir une profonde déception. Il avait espéré que cette expérience leur ouvrirait les yeux, qu'elle les rapprocherait autour de valeurs simples et authentiques. Au lieu de cela, ils se retrouvaient face à une fille incapable d'apprécier la beauté cachée dans la modestie. Ils prirent leur repas en silence, puis sortirent pour une promenade dans les collines environnantes. Les sentiers sinueux bordés de mûriers et de fleurs sauvages offraient une vue imprenable sur la vallée. Marc, marchant d'un pas tranquille, savourait chaque souffle du vent, chaque chant d'oiseaux. Élise, en revanche, avançait d'un pas rapide, regardant fréquemment son téléphone inutilisable, cherchant un réseau inexistant, s'ennuyant visiblement. Lorsqu'ils atteignirent un petit belvédère, Marc s'assit sur un banc de pierre pour admirer le paysage. Après quelques minutes d'un silence tendu, il se tourna vers sa fille. « Tu sais, Élise, il y a une richesse ici que l'argent ne peut pas acheter. » Élise haussa les épaules, un geste à la fois résigné et indifférent. « Peut-être, répondit-elle. Mais j'ai du mal à la voir, papa. » Ces mots, prononcés sans malice, frappèrent Marc plus durement qu'une critique acerbe. Ce n'était pas de la rébellion, ni de l'arrogance. C'était une incapacité sincère à ressentir ce que lui-même percevait avec une intensité nouvelle. Il comprit alors que le problème n'était pas simplement une question d'attitude, mais le résultat d'années de confort ininterrompu, d'une vie où l'effort n'avait jamais été nécessaire pour obtenir ce qu'elle désirait. La promenade se termina dans un silence pesant. De retour au village, Marc proposa de déjeuner au jardin de Camille, espérant que la chaleur du lieu apaiserait leur malaise. Camille les accueillit avec son sourire habituel, sans deviner le tumulte intérieur de Marc. Ils s'installèrent à leur table favorite, et bientôt, Camille leur apporta 2 assiettes de quiche lorraine, accompagnées d'une salade fraîche. Pendant le repas, Élise, encore agacée par l'austérité ambiante, fit une remarque à voix basse en regardant sa fourchette légèrement ébréchée. « Même les couverts sont fatigués ici », murmura-t-elle en esquissant un sourire moqueur. Marc sentit la colère monter en lui, mais il se contint. Il posa sa fourchette et regarda sa fille droit dans les yeux. « Chaque chose ici a une histoire, Élise. Ces couverts, cette table, même ces murs, ils portent les traces de vie vécue pleinement, de moments vrais. Ce n'est pas de la fatigue, c'est de la mémoire. » Élise détourna le regard, mal à l'aise. Camille, qui avait perçu leur échange sans en comprendre les mots exacts, choisit ce moment pour déposer devant eux 2 petites assiettes de dessert, une tartelette aux fraises et un flan maison. Sans un mot, elle leur offrit un sourire d'encouragement, comme pour leur rappeler que parfois, les silences peuvent guérir plus que 1000 discours. Après le repas, Marc proposa de l'aider à débarrasser,
espérant ainsi prolonger le moment et montrer à Élise, par l'exemple, la valeur du service désintéressé. Camille accepta avec gratitude. Tandis que Marc transportait des assiettes dans la cuisine, il entendit Élise refuser poliment mais fermement toute participation, prétextant une fatigue soudaine. De retour à la maison, la tension monta d'un crâne. Dans le salon sombre, Marc confronta enfin sa fille. « Élise, nous ne sommes pas ici pour jouer aux pauvres. Nous sommes ici pour apprendre quelque chose d'essentiel. Comprends-tu cela ?» La jeune femme, les bras croisés, soutint son regard avec une fierté blessée. « Je n'ai rien demandé, papa. C'était ton idée. » Cette réplique simple, dénuée de colère mais pleine de résignation, résonna douloureusement dans la petite pièce. Marc comprit qu'il ne pouvait pas forcer Élise à voir ce qu'il voyait, à ressentir ce qu'il ressentait. Il devait trouver une autre voie, plus douce, plus patiente, pour lui transmettre ce qu'il avait redécouvert. Ce soir-là, alors, que le village s'endormait sous un ciel étoilé d'une pureté rare, Marc resta longtemps assis dehors, les yeux levés vers les constellations. Le froid mordait ses doigts, mais il ne bougeait pas. Il pensait à Camille, à son sourire lumineux, à sa capacité à illuminer un lieu par sa seule présence. Il pensait à Élise, si belle, si pleine de potentiel, et pourtant si éloignée de cette lumière simple. Il se promit de ne pas abandonner, peu importait combien de jours, combien d'efforts cela prendrait. Il retrouverait sa fille, il lui montrerait que la vraie richesse ne se compte pas en possession, mais en souvenirs sincères, en gestes désintéressés, en sourires sans raison. Et, sans en être pleinement conscient encore, il savait que Camille, par sa seule existence, serait une alliée précieuse dans cette quête silencieuse. Dans le calme profond de la nuit, Marc sentit une résolution nouvelle germer en lui. La route serait longue, semée d'embûches, mais il était prêt, car pour la première fois depuis longtemps, il savait exactement ce qu'il cherchait. La lumière du matin pénétrait à travers les rideaux épais de la petite maison, dessinant des formes dorées sur le parquet usé. Marc s'éveilla lentement, encore enveloppé par les réflexions de la veille. La dispute silencieuse avec Élise résonnait dans son esprit, lourde de sous-entendus et de regrets. Pourtant, au fond de lui, il sentait que tout n'était pas perdu. Les changements les plus profonds prenaient racine dans les terrains les plus arides. Il fallait du temps, de la patience et surtout de l'exemple. Après un rapide petit déjeuner partagé dans une atmosphère tendue, Marc proposa de retourner au jardin de Camille. Élise accepta sans grande motivation, sans proposer d'alternative. Ils marchèrent en silence, les pas résonnant sur les pavés irréguliers, tandis que les volets s'ouvraient lentement sur une ville encore ensommeillée. En entrant dans le café, ils retrouvèrent Camille, occupée à arranger des bouquets de fleurs sauvages dans de vieux bocaux en verre. Sa présence semblait rendre l'air plus léger, plus doux. Lorsqu'elle les aperçut, son visage s'éclaira d'un sourire authentique, sans la moindre trace de contrainte. Marc sentit un poids s'alléger dans sa poitrine, comme si ce simple sourire était une promesse muette que tout irait bien. Après les salutations d'usage, Camille leur proposa de s'installer où ils le souhaitaient. Cette fois, Marc choisit une table près de la fenêtre, d'où ils pouvaient observer. La place s'animait doucement. Camille vint prendre leur commande, échangeant quelques mots aimables, puis s'éloigna d'un pas léger. Quelques minutes plus tard, alors qu'elle déposait devant eux 2 cafés accompagnés de croissants faits maison, un petit incident inattendu se produisit. Le carnet de commande de Camille glissa de sa poche et tomba sur le sol, s'ouvrant sur une page où étaient griffonnées, à côté de commandes habituelles, quelques notes personnelles. Marc, en se penchant pour ramasser l'objet, aperçut par inadvertance des lignes qui n'avaient rien à voir avec les affaires du café. Des phrases comme « Rendez-vous médecin pour mamie à 10 heures » ou « Pensez à acheter les médicaments pour le cœur » y étaient écrites en lettres rapides mais précises. Camille, légèrement embarrassée, reprit le carnet avec un sourire d'excuse. « Ce n'est rien, dit-elle en riant doucement. C'est mon second cerveau. Je note tout ce que je dois faire pour ne rien oublier. » Intrigué, Marc saisit l'occasion pour en savoir plus. Il lança d'un ton neutre mais chargé de curiosité « Vous avez beaucoup de responsabilités à ce que je vois. » Camille hésita un instant, comme pesant le pour et le contre d'une confidence. Puis, avec ce naturel désarmant qui semblait la caractériser, elle s'assit un instant au bord de leur table, profitant d'un moment de répit dans l'affluence encore faible. « J'élève ma grand-mère seule,
confia-t-elle. Elle est malade depuis plusieurs années. Le café, c'est notre seule source de revenus. Mais je ne me plains pas. Elle m'a élevé quand mes parents sont partis. Aujourd'hui, c'est à mon tour de prendre soin d'elle. Marc, profondément touché par cette révélation, sentit quelque chose se fissurer en lui. Camille ne racontait pas cela pour susciter la pitié. Ses mots n'étaient ni amers ni plaintifs. Ils étaient empreints d'une dignité rare. Elle parlait de son fardeau comme d'un simple fait de la vie, accepté avec grâce et courage. « Vous n'avez jamais pensé à chercher de l'aide ?» demanda-t-il doucement. Camille secoua la tête avec un sourire tranquille. « Beaucoup l'ont proposé, bien sûr, mais j'ai toujours préféré avancer par mes propres moyens. Je crois que ce que l'on construit avec ses propres mains a une valeur que l'argent ne pourra jamais remplacer. » Ces paroles résonnèrent profondément en Marc. Dans son monde, les solutions rapides étaient monnaie courante. Besoin de quelque chose. Il suffisait de signer un chèque, de faire un virement. Ici, devant lui, se trouvait une femme qui refusait les raccourcis, qui affrontait la vie avec une détermination humble mais inébranlable. Pendant qu'elle s'éloignait pour répondre à d'autres clients, Marc resta pensif. Chaque geste de Camille, chaque mot, chaque sourire, tout en elle parlait d'une force intérieure qu'il n'avait plus rencontrée depuis longtemps. Une force silencieuse, forgée non dans les bureaux climatisés des tours de verre, mais dans la patience, le sacrifice et l'amour désintéressés. Élise, qui avait suivi l'échange sans intervenir, semblait pensive elle aussi. Pour la première fois, Marc surprit sur le visage de sa fille une expression de réflexion sincère, presque de remise en question. Peut-être, pensa-t-il, que les graines du changement commençaient à germer. Ils restèrent au café plus longtemps que prévu. Marc profita de l'occasion pour observer Camille travailler, notant l'attention qu'elle portait à chacun, la manière dont elle se souvenait des préférences de ses clients, de leurs petites histoires personnelles. Rien n'était feint. Chaque interaction était empreinte d'une attention réelle. En fin de matinée, alors que Camille débarrassait leur table, Marc la remercia chaleureusement, non seulement pour le service, mais pour la leçon discrète qu'elle venait de leur offrir. Camille, toujours modeste, répondit avec un sourire. Ce sont les petits gestes qui font les grandes différences. Ils quittèrent le café sous un ciel limpide. Tandis qu'ils marchaient dans les rues animées du marché, Marc sentait quelque chose de neuf flotter dans l'air entre lui et sa fille. Une possibilité, encore fragile, de dialogue véritable. Le soir venu, alors que les premières étoiles apparaissaient dans le ciel clair, Marc s'assit à l'extérieur de leur maison contemplant la voûte céleste. Il pensait à Camille, à cette dignité silencieuse qu'elle portait comme une seconde peau, et il sentit une admiration croissante se mêler à une émotion plus trouble, plus profonde. Était-ce seulement de la gratitude, de l'amitié, ou quelque chose de plus grand encore, quelque chose qu'il n'osait pas encore nommer? Dans ce silence habité, Marc Lefebvre comprit que ce voyage à Saint-Aubin, initialement conçu comme un simple jeu d'apparence, était en train de devenir un chemin de transformation. Pas seulement pour Élise, mais aussi pour lui-même. Et il pressentait que Camille Moreau, sans le savoir, en serait la guide lumineuse. Le village de Saint-Aubin semblait suspendu dans un équilibre parfait entre la routine tranquille et la spontanéité légère de ses habitants. Marc et Élise, jour après jour, s'acclimataient à ce nouveau rythme, bien que chacun le fasse à sa manière et à son propre tempo. Marc s'épanouissait visiblement, trouvant dans cette simplicité une source de réconfort inattendue. Élise, elle, oscillait encore entre impatience et curiosité naissante, prise dans un conflit intérieur dont elle-même n'avait pas conscience. Ce matin-là, alors qu'une brise fraîche portait l'odeur des pains cuits dans les boulangeries avoisinantes, Marc décida d'emmener Élise au jardin de Camille pour un déjeuner tranquille. Il prenait plaisir à y passer de longs moments, souvent en silence, parfois en échangeant des bribes de réflexion que Saint-Aubin semblait leur inspirer. Camille, toujours présente, continuait d'incarner pour eux une sorte de pilier discret, mais solide, une figure vers laquelle leur regard revenait invariablement. Marc sentait naître en lui une sérénité nouvelle. Son esprit, débarrassé des obligations et du poids des apparences, s'ouvrait peu à peu à des sensations qu'il avait depuis longtemps oubliées. Mais le destin, fidèle à son imprévisibilité, s'apprêtait à introduire un élément de chaos dans cette harmonie fragile. Alors qu'il savourait une tarte salée et un verre de cidre local sous le grand platane, une silhouette familière
apparut à l'angle de la place. Vêtu d'un manteau de cuir coûteux et d'une écharpe griffée, François Martin, un ami de longue date de Marc, avançait d'un pas sûr en direction du café. François, riche héritier et homme d'affaires influent, n'était pas du genre à passer inaperçu, même dans un village aussi discret que Saint-Aubin. Marc sentit son estomac se nouer. Il savait que François, peu soucieux des convenances locales, n'hésiterait pas une seconde à l'interpeller ouvertement, risquant ainsi de révéler sa véritable identité devant Camille et les autres habitants du village. Élise, qui venait de reconnaître également François, ouvrit de grands yeux affolés. « Papa !» murmura-t-elle entre ses dents. « Il va tout gâcher. » François, ignorant les signes de détresse de Marc, arriva d'un pas jovial à leur table et, sans se soucier des convenances locales, s'exclama d'une voix sonore « Marc Lefebvre, mon vieux, quel diable t'amène dans ce trou perdu ?» Autour d'eux, quelques têtes se tournèrent intriguées par l'interpellation. Camille, qui venait tout juste d'apporter 2 cafés supplémentaires, s'arrêta net, un plateau à la main. Le regard de Marc croisa le sien, et dans cet échange silencieux, il comprit qu'une explication serait nécessaire, tôt ou tard. Réagissant avec une rapidité dictée par la peur de perdre tout ce qu'il construisait ici, Marc se leva d'un bond, saisit François par le bras et l'entraîna à l'écart sous un prétexte maladroit. « Pas ici, François. Viens, on va marcher un peu. » Surpris mais amusé, François le suivit sans résister. Ils s'éloignèrent du café jusqu'à un petit sentier bordé d'arbres. Là, Marc se tourna vers lui, le visage grave. « Écoute-moi, attentivement. Personne ici ne sait qui je suis réellement, et je veux que ça reste ainsi. » François éclata de rire, croyant d'abord à une plaisanterie, mais en voyant l'expression sérieuse de Marc, son sourire s'effaça. « Tu plaisantes ? Marc Lefebvre, l'un des hommes les plus riches de France en train de jouer à l'homme ordinaire. Pourquoi diable ?» Marc soupira, conscient qu'expliquer ce besoin de retrouver des valeurs simples à un homme comme François était probablement peine perdue. Pourtant, il tenta « J'ai besoin de faire ça. Pour Élise, pour moi, pour retrouver quelque chose que j'ai perdue. Alors je te le demande par amitié, ne dis rien. » François, après un long moment de silence, finit par hausser les épaules. « Très bien, ton secret est sauf, mais ne compte pas sur moi pour rester coincé dans ce village plus d'une journée. » Ils revinrent ensemble vers le café. François, fidèle à sa promesse, se contenta de saluer Élise d'un hochement de tête et de commander un expresso sans faire d'esclandre. Camille, cependant, était restée troublée par la scène. Même si elle n'avait pas entendu les détails de leur conversation, elle avait perçu la tension dans les gestes de Marc et la stupeur sur les visages des quelques clients proches. Pendant tout le reste du repas, Camille resta plus distante, plus formelle. Elle continuait de sourire, mais ce n'était plus le sourire chaleureux qui avait illuminé les premiers jours. Quelque chose s'était fissuré, une confiance implicite, encore invisible mais profondément ressentie par Marc. Quand ils quittèrent le café, François proposa d'emmener Marc boire un verre dans un bar un peu plus chic, à l'autre bout, du village. Marc déclina poliment. Il savait qu'il devait rester fidèle à son engagement envers Élise et à ce qu'il tentait de construire ici, même si cela signifiait s'éloigner de ses anciennes habitudes et de ses vieux amis. La soirée fut lourde de silence. Élise, encore secouée par l'irruption de François, resta enfermée dans ses pensées. Marc, lui, ne pouvait s'empêcher de ressasser ce qui venait de se passer. La peur que Camille ait découvert la vérité prématurément lui nouait l'estomac. Il n'était pas prêt. Pas encore. Il voulait qu'elle voie l'homme qu'il était, au fond, sans les millions, sans la renommée, sans le poids du passé. Dans son lit, Marc tourna longtemps avant de trouver le sommeil. Il repensait aux mots de Camille, à sa manière de parler de dignité, d'effort, d'honnêteté. S'il voulait mériter son respect, et peut-être bien davantage, il devrait faire plus que cacher son identité. Il devrait la mériter, à la force de son cœur et de ses actes. Le lendemain, Marc se jura de regagner la confiance de Camille, sans mensonge, mais sans précipitation. Il ne pouvait pas encore tout révéler, mais il pouvait lui prouver, jour après jour, que sous l'homme d'affaires puissant, il y avait un homme capable d'aimer sincèrement, de lutter, de grandir. Dans les ruelles encore endormies de Saint-Aubin, Marc Lefebvre, pour la première fois depuis des décennies, se sentit prêt à tout recommencer, même s'il devait tout risquer pour y parvenir. Le lendemain matin, un ciel éclatant s'étendait sur Saint-Aubin.
Les pavés de la place principale luisaient sous la rosée, et la fraîcheur matinale semblait purifier l'air et l'esprit de ceux qui s'y aventuraient. Marc Lefebvre, réveillé dès l'aube, se tenait devant la fenêtre de la petite maison de pierre, déterminé. Les événements de la veille l'avaient ébranlé, mais également renforcé dans sa résolution. Il ne suffisait plus de se fondre dans le décor en jouant le rôle d'un homme simple. Il devait véritablement devenir cet homme, embrasser cette vie sans artifice, non seulement pour convaincre Camille, mais surtout pour se convaincre lui-même. Élise dormait encore lorsque Marc quitta la maison. Il enfila une veste légère et se dirigea à pied vers le jardin de Camille. Il n'avait pas de plan précis, seulement une certitude. Il devait se rendre utile, faire partie de ce monde sans l'observer de loin. Lorsqu'il arriva devant le café, il aperçut Camille en train d'installer les premières tables en terrasse, ses gestes précis trahissant l'habitude d'un travail quotidien exigeant. Elle leva les yeux et, apercevant Marc, esquissa un sourire poli, mais empreint d'une retenue nouvelle. Ce sourire différent, moins chaleureux qu'auparavant, rappela à Marc combien la confiance était fragile et combien il devait agir avec soin pour la regagner. Sans attendre d'y être invité, il s'approcha et proposa « Besoin d'un coup de main ?» Camille, surprise, hésita un instant. Dans son monde, les clients ne proposaient pas d'aider, et encore moins les étrangers de passage. Mais quelque chose dans le regard de Marc, cette sincérité dénuée de toute trace de condescendance, la convainquit. « Si vous insistez, » répondit-elle doucement. Marc se mit aussitôt à la tâche. Il aida à installer les tables, à essuyer, les chaises encore humides de rosée, à ranger les menus. Chaque geste, aussi simple soit-il, semblait effacer un peu de la distance que les événements récents avaient creusée entre eux. Camille lui expliquait calmement les petites routines du matin, et Marc écoutait avec une attention presque religieuse, absorbant chaque détail. Lorsque les premiers clients arrivèrent, Camille proposa à Marc de rester en arrière pour ne pas troubler le service. Il obéit sans protester, préférant observer et apprendre. Il remarqua comment elle accueillait chacun avec le même sourire sincère, se souvenant des goûts et des petites histoires de chacun, créant un lien humain que l'argent ne pouvait acheter. Pendant les jours suivants, Marc revint chaque matin. Il s'intégra peu à peu au rythme du café, gagnant la confiance discrète de Camille et des quelques habitués. Il transportait les caisses de fruits et légumes du marché local, il essuyait la vaisselle, il réparait une chaise bancale. Aucun travail n'était trop humble, aucune tâche n'était au-dessous de lui. Il commençait à comprendre dans ses muscles endoloris et ses mains rougies ce qu'il n'aurait jamais pu apprendre dans les salons dorés de Paris. Parallèlement, il veillait à ce qu'Élise soit incluse sans pression dans cette nouvelle dynamique. Il l'encourageait doucement à participer, l'invitant à venir chercher les croissants ou à donner un coup de main pour arranger les bouquets de fleurs sur les tables. Au début, Élise acceptait par politesse, mais peu à peu, un changement subtil s'opérait en elle. Elle souriait davantage, posait des questions sincères à Camille, riait même avec les enfants du village venus acheter une limonade ou un morceau de tarte. Marc observait cette évolution avec un mélange de soulagement et de fierté. Chaque sourire d'Élise, chaque moment où elle oubliait son téléphone pour discuter avec un habitant, lui rappelait pourquoi il avait entrepris cette aventure. Mais tout n'était pas simple. Certaines journées étaient dures, surtout lorsque le doute s'insinuait dans l'esprit de Marc. Il se demandait parfois s'il n'était pas ridicule de croire qu'il pouvait tout changer en quelques semaines. Les blessures profondes de l'âme, celles forgées par des années de luxe et d'indifférence, ne se guérissaient pas si facilement. Un après-midi, alors qu'il réparait une étagère branlante dans la réserve du café, Camille vint le trouver, un torchon encore à la main. Elle s'appuya contre la porte, l'observant en silence quelques secondes avant de dire « Vous n'êtes pas obligé de faire tout cela, vous savez. » Marc posa son marteau et se redressa, essuyant ses mains sur son pantalon. Il soutint son regard avec une franchise tranquille. « Je sais, mais je le veux. » Camille sembla peser ses mots avant de répondre. Peu de gens feraient ce choix. Il haussa les épaules. Peut-être parce que peu de gens savent ce que ça coûte de perdre ce qui est vraiment important. Il ne savait pas d'où lui venait cette réponse, mais en la prononçant, il sentit qu'elle était vraie, profondément vraie. Camille le regarda encore un instant, puis hocha lentement la tête.
comme pour reconnaître la vérité de ses paroles. À partir de ce jour, une complicité plus discrète, mais plus solide, s'installa entre eux. Camille lui confia parfois des tâches plus importantes, lui laissa gérer de petites commandes, ou même préparer une limonade maison pour un enfant impatient. À chaque geste de confiance, Marc sentait une fierté humble grandir en lui, différente de celle qu'il avait ressentie en signant des contrats à plusieurs millions d'euros. Parallèlement, Élise aussi se transformait, lentement, mais sûrement. Un soir, elle proposa d'organiser un petit atelier de dessin pour les enfants du village, utilisant les feuilles mortes, les cailloux et les brindilles comme support créatif. Marc, témoin de cette initiative, sentit son cœur se serrer d'émotion. Ce n'était peut-être qu'un frémissement, un début timide, mais c'était réel. La semaine s'acheva sur une note d'espoir discret. Camille les invita, Élise et lui, à une fête organisée par la mairie sur la place du village. Une fête simple, avec des stands de nourriture, de la musique traditionnelle, des rires d'enfants et des danses improvisées. Ce soir-là, sous les guirlandes lumineuses suspendues entre les platanes, Marc regarda Élise danser avec les autres jeunes du village, son visage éclairé par une joie pure et authentique. À côté de lui, Camille souriait aussi, un sourire plus libre, plus ouvert. Marc sentit alors que, malgré les obstacles, malgré les erreurs passées, quelque chose de précieux naissait ici, quelque chose qu'il ne laisserait pas s'échapper. Pas cette fois. Le ciel était d'un bleu éclatant ce matin-là, mais l'atmosphère au jardin de Camille était différente. Une tension subtile flottait dans l'air, invisible pour les clients habitués mais palpable pour Marc Lefebvre, qui connaissait désormais les moindres expressions de Camille. La serveuse habituellement si chaleureuse semblait aujourd'hui plus distante. Ses gestes restaient précis, son sourire toujours présent, mais son regard se dérobait parfois au sien avec une rapidité inhabituelle. Marc avait remarqué ce changement dès son arrivée. Lorsqu'il avait franchi la porte du café, le tintement familier de la cloche n'avait pas effacé cette sensation d'étrangeté. Camille l'avait salué comme d'habitude, mais l'étincelle dans ses yeux, celle qui avait rendu chaque échange spécial, semblait éteinte ou du moins affaiblie. Élise, absorbée par un groupe d'enfants auquel elle montrait comment fabriquer des couronnes de fleurs, ne remarqua rien. Elle riait, insouciante, révélant à Marc combien elle avait progressé depuis leur arrivée. Cela réchauffait son cœur mais renforçait aussi son inquiétude. Il ne voulait pas que le malaise grandissant entre lui et Camille vienne gâcher cette évolution précieuse. Ce fut au détour d'une conversation apparemment anodine avec un client du village que Marc comprit l'origine de ce malaise. Alors qu'il aidait à débarrasser une table, un homme d'une cinquantaine d'années, moustachu et vêtu d'un gilet élimé, l'interpella d'un ton à la fois amical et narquois. « Alors, monsieur Lefebvre, on a abandonné les palaces pour nos petites auberges de campagne. » Marc resta figé un instant, le plateau dans les mains. Il se força à sourire, mais l'homme, croyant à une plaisanterie complice, ajouta « François nous a bien raconté que vous étiez une sorte de magnat parisien en vacances incognito. Pas étonnant que vous sachiez si bien tenir un plateau. » Le monde sembla vaciller un instant autour de Marc. Il sentit son visage pâlir légèrement, mais il se ressaisit rapidement, esquissant un rire discret avant de répondre par une pirouette évasive. Il savait cependant que le mal était fait. Si ce client savait, d'autres sauraient bientôt. Et Camille, qui valorisait au-dessus de tout l'honnêteté et la simplicité, n'était pas dupe. Il termina son service dans une sorte d'automatisme, son esprit tourmenté par 1000 scénarios. Camille l'observait parfois, sans un mot, mais ses regards étaient plus lourds qu'une réprimande ouverte. Lorsque le service du midi fut terminé et que la salle se vida peu à peu, Marc la trouva derrière le comptoir, essuyant distraitement des verres. Il s'approcha, hésitant, sentant l'urgence, mais aussi la difficulté de l'instant. « Camille, » murmura-t-il. Elle releva les yeux vers lui, et son regard, d'habitude si doux, était empreint de froideur contenue. « Est-ce vrai ?» demanda-t-elle simplement, sans colère apparente, mais avec une tristesse qui fit plus mal à Marc qu'une accusation furieuse. Il baissa les yeux, incapable de soutenir cette clarté blessée. « Ce n'est pas si simple, » répondit-il. « C'est pourtant très simple, » répliqua Camille avec une douceur tranchante. « Vous avez menti. Vous m'avez menti. » Marc chercha ses mots, conscient que chaque phrase malheureuse pouvait empirer les choses.
Je n'ai jamais menti sur ce que je ressentais ici, sur ce que je ressentais avec vous. » Camille secoua la tête, un sourire triste aux lèvres. « Vous saviez ce que ce lieu représente pour moi. Vous saviez l'importance que j'accorde à la vérité. Et malgré tout, vous avez choisi de cacher qui vous êtes vraiment. » Il tendit la main vers elle, mais elle recula d'un pas, geste subtil mais sans équivoque. Ce fut comme un coup de poignard pour Marc, plus douloureux que tout ce qu'il avait vécu dans le monde impitoyable des affaires. « Camille, ce n'était pas par mépris ni par moquerie. Je voulais comprendre, je voulais ressentir, je voulais changer. » Elle soutint son regard un moment, comme cherchant une sincérité qu'elle ne pouvait plus discerner avec certitude. « Peut-être que vous vouliez tout cela, répondit-elle enfin. Mais vous l'avez fait en me privant du choix de savoir à qui je faisais confiance. » Ces mots, si justes, firent chanceler Marc. Il comprenait soudain que la blessure qu'il avait infligée n'était pas due à son identité cachée, mais à l'absence de confiance implicite qu'il avait trahie en agissant seul, sans l'associer à son cheminement intérieur. Camille, voyant son trouble, adoucit légèrement son ton. « Je ne vous en veux pas, dit-elle, mais j'ai besoin de temps, et peut-être aussi de distance. » Marc hocha la tête, incapable de parler. Il respectait son besoin. Il savait qu'insister serait détruire ce qui pouvait encore être sauvé. Le cœur lourd, il quitta le café, ses pas résonnant dans les rues vides de sens pour la première fois depuis leur arrivée. Pendant plusieurs jours, Marc sentit le poids de la solitude l'écraser. Il continua de participer aux activités du village, de s'occuper des tâches au café quand Camille l'autorisait. Mais tout avait changé. Les regards autrefois chaleureux s'étaient teintés de curiosité, parfois de méfiance. La magie s'était dissipée, remplacée par une réalité crue que Marc ne pouvait nier. Élise, consciente du changement, s'efforçait de soutenir son père à sa manière. Un soir, alors qu'ils partageaient un repas frugal sous la véranda, elle posa sa main sur la sienne et dit doucement « Tu as fait une erreur, papa, mais tu peux encore montrer qui tu es vraiment. » Ces mots, simples mais puissants, ravivèrent une flamme dans le cœur de Marc. Il comprit alors que tout n'était pas perdu, que les vraies reconstructions nécessitaient de passer par l'effondrement complet de ce qui était faux ou fragile. Il se jura de ne pas fuir, de rester, de réparer, non pas par des paroles ou des promesses, mais par des actes quotidiens, visibles, sincères, même si cela devait prendre des semaines, des mois, même si Camille ne lui pardonnait jamais entièrement, parce qu'au fond de lui, il savait que ce chemin douloureux et incertain était le seul qui en valait vraiment la peine. Les jours suivants furent teintés d'une lenteur mélancolique. La petite ville de Saint-Aubin continuait son cycle, immuable, mais pour Marc Lefebvre, chaque heure semblait lourde, comme chargée d'une attente silencieuse. Le jardin de Camille, autrefois un havre de sérénité et d'authenticité, était devenu pour lui un espace de confrontation intérieure. Chaque objet, chaque sourire poli, chaque parole échangée sonnait désormais avec une gravité nouvelle. Camille, fidèle à elle-même, n'affichait ni rancune ni froideur ouverte, mais une barrière invisible s'était érigée entre eux. Ses gestes restaient bienveillants, mais leur chaleur s'était atténuée. Elle lui parlait, elle travaillait, à ses côtés, mais elle ne partageait plus cette connivence spontanée, cette lumière dans le regard qui avait tant captivé Marc. Plus que son rejet ou sa colère, c'était cette distance maîtrisée qui blessait profondément. Élise, qui avait elle aussi perçu ce changement, semblait par moments plus attentive, plus douce avec son père. Elle s'impliquait davantage dans les petites tâches du café et se liait d'amitié avec certains enfants du village, retrouvant une forme de simplicité qui la transformait progressivement. Malgré la douleur sourde qu'il portait, Marc trouvait dans cette évolution de sa fille un réconfort discret. Tout n'était pas vain. Chaque sourire sincère qu'Élise adressait aux autres était une victoire silencieuse contre l'arrogance du passé. Un matin, alors que Marc nettoyait les vitres du café en silence, il surprit une conversation entre Camille et une vieille habituée, Madame Dupont, une veuve bavarde toujours prompte à dispenser conseils et jugements. La voix de Camille, habituellement douce, était plus grave, presque lasse. « Vous savez, Madame Dupont, disait-elle en essuyant un plateau, il est facile de se méfier quand on a été déçu. On construit des murs autour de soi, on se persuade qu'on ne laissera plus personne entrer. » Madame Dupont acquiesça avec un soupir exagéré. « Et pourtant, ma petite, parfois, il faut oser encore. Sinon, on passe à côté de ce qui pourrait être beau. »
Camille ne répondit pas tout de suite. Elle posa le plateau et resta quelques secondes immobile, perdue dans ses pensées. Peut-être, souffla-t-elle enfin, mais certaines blessures ne guérissent pas avec de simples mots. Marc détourna discrètement le regard, respectant la pudeur de cet échange. Pourtant, ces paroles éveillèrent en lui une réflexion profonde. Il comprenait désormais que ses actes devaient parler pour lui, que sa reconstruction ne pouvait pas dépendre uniquement d'une confession ou d'une explication. Il devait incarner ce changement au quotidien, prouver qu'il n'était pas seulement un homme riche jouant à la simplicité, mais un homme capable de transformation réelle. Cette prise de conscience se cristallisa lorsqu'un incident survint au marché local. Un matin, Camille, pressée, glissa sur les pavés mouillés en transportant une caisse de fruits. Marc, qui l'avait suivie de loin, accourut immédiatement, la rattrapant de justesse avant qu'elle ne tombe lourdement au sol. Le contact fugace de leur corps, la surprise dans les yeux de Camille, l'ébranlèrent profondément. « Ça va ?» demanda-t-il, la voix légèrement tremblante. Camille, troublée, hocha la tête, murmurant un remerciement. Elle s'éloigna rapidement, visiblement émue. Mais dans ce bref instant, quelque chose avait changé. Une fissure dans ses défenses, imperceptible, mais réelle. Marc savait qu'il ne devait pas précipiter les choses. Il continua donc à travailler humblement, participant aux réparations du café, aidant les anciens à porter leurs courses, réparant des clôtures branlantes, entretenant les jardins communautaires. Il ne cherchait pas la reconnaissance. Il agissait parce qu'il comprenait enfin la valeur du service désintéressé. Chaque petit geste devenait pour lui une manière de renouer avec le monde, avec lui-même, et, il l'espérait, avec Camille. Il découvrait aussi à travers ses efforts quotidiens la beauté du labeur honnête, du don sans attente. C'était une rédemption lente, patiente, mais profondément ancrée. Un après-midi, alors qu'il aidait à réparer le portail de l'école locale, un petit garçon vint lui tendre une bouteille d'eau avec un sourire timide. « Merci, monsieur Marc, dit-il. » Le cœur de Marc se serra. Ces mots simples, offerts sans arrière-pensée, valaient plus que tous les diplômes, toutes les récompenses, tous les contrats signés au sommet de sa carrière. En rentrant chez lui ce soir-là, les bras lourds, mais le cœur plus léger, Marc trouva Élise assise sur les marches de la maison, regardant le ciel qui rougissait sous le coucher du soleil. « Tu as changé, papa, » dit-elle sans le regarder. « Et je crois que moi aussi. » Marc s'assit à côté d'elle, ému au-delà des mots. Il posa doucement une main sur son épaule, partageant en silence cette vérité nouvelle qui les unissait. Pendant que les ombres s'allongeaient sur les champs dorés, Marc repensa à tout ce qu'il avait vécu depuis son arrivée à Saint-Aubin. Il se rendit compte que ce voyage, qu'il avait cru orchestré pour enseigner une leçon à sa fille, était en réalité son propre chemin de rédemption. Il n'avait pas seulement redécouvert des valeurs perdues, il avait découvert une facette de lui-même qu'il croyait disparue. Et au centre de cette révélation, il y avait Camille. Elle était la lumière discrète qui avait guidé ses premiers pas hésitants. Il ne savait pas encore comment il pourrait réparer la brèche entre eux, mais il savait une chose, il ne renoncerait pas. Pas tant qu'il y aurait une chance, aussi infime soit-elle, de reconstruire cette confiance précieuse. Le vent se leva doucement, apportant avec lui l'odeur des champs et des fleurs sauvages. Marc ferma les yeux un instant, écoutant le murmure du monde autour de lui, et fit une promesse silencieuse. Il continuerait, pas à pas, sans jamais trahir de nouveau la sincérité qu'il avait enfin retrouvée. Le vent d'automne soufflait sur Saint-Aubin avec une vigueur renouvelée, balayant les feuilles mortes qui tourbillonnaient dans les ruelles étroites. Le village, d'ordinaire si paisible, semblait vibrer d'une tension sourde que seul Marc Lefebvre semblait pleinement percevoir. Depuis des jours, il mûrissait une décision difficile, une décision dont il connaissait les risques, mais dont il ne pouvait plus se détourner. Le temps des demi-vérités était révolu. Si Camille devait un jour lui ouvrir de nouveau son cœur, cela ne pouvait se faire que dans la vérité la plus nue, la plus douloureuse aussi. Ce matin-là, Marc s'était levé avant l'aube, incapable de trouver le sommeil. La maison, baignée d'une lumière bleutée, semblait retenir son souffle. Élise dormait encore, paisible, ignorant le tumulte intérieur de son père. Il se prépara en silence, enfilant ses vêtements les plus simples, comme pour se rappeler lui-même que ce qu'il s'apprêtait à faire n'était pas un jeu, mais un engagement profond. Le jardin de Camille ouvrait ses portes à peine le soleil levé.
Comme à son habitude, Camille arrangeait les tables en terrasse, ses gestes précis trahissant une légère nervosité. Peut-être sentait-elle, elle aussi, que quelque chose allait se produire. Lorsque Marc arriva sur la place, elle leva les yeux vers lui, son regard se durcissant brièvement, avant de retrouver une neutralité polie. Marc s'approcha, le cœur battant, ses mains moites malgré la fraîcheur de l'air. Il attendit que Camille termine de disposer une corbeille de fleurs sur une table, avant de l'interpeller d'une voix douce mais ferme. « Camille, pouvons-nous parler, s'il vous plaît ?» Elle hésita, jetant un regard autour d'elle comme pour chercher une échappatoire. Mais il n'y avait que Marc, debout, vulnérable, sans masque ni artifice. Finalement, elle hocha la tête et l'invita d'un signe à la suivre derrière le café, dans le petit jardin potager qu'elle entretenait avec soin. Le silence régnait, entrecoupé seulement par le bruissement des feuilles. Marc prit une profonde inspiration avant de commencer. « Je ne veux plus me cacher. Je vous dois la vérité, toute la vérité. » Camille croisa les bras, se tenant légèrement en retrait, son visage impassible. Marc savait que chaque mot compterait, que la moindre esquive signerait son échec définitif. « Mon nom est Marc Lefebvre, » dit-il d'une voix claire. « Et oui, je suis ce que François a laissé entendre. Un homme d'affaires, propriétaire de plusieurs entreprises, habitué aux hôtels de luxe, aux dîners mondains, à un monde bien différent de celui que vous connaissez ici. » Camille ne bougea pas, mais son regard se fit plus dur. Marc poursuivit, conscient qu'il devait aller jusqu'au bout. « Quand je suis venu ici avec Élise, je ne savais pas exactement ce que je cherchais. Peut-être une fuite, peut-être une réponse à un vide que je ne comprenais même pas. Mais en vous rencontrant, en vivant ici, j'ai compris que ce que je cherchais n'était pas ailleurs. Il était là, dans la simplicité, dans l'honnêteté, dans ce que vous êtes. » Il marqua une pause, cherchant ses mots avec soin. « J'ai eu peur. Peur que si vous saviez, vous me jugiez pour ce que j'ai été, pour ce que je représente, encore aux yeux du monde. Alors j'ai choisi le silence. Mais ce choix était une erreur, et je suis prêt à en assumer les conséquences, quelles qu'elles soient. » Camille resta silencieuse un long moment. Le vent faisait danser une mèche de ses cheveux, et Marc dut se retenir de tendre la main pour la remettre en place. Finalement, elle prit la parole, sa voix basse mais ferme. « Vous m'avez trahi, dit-elle. Pas en étant riche, ni même en ayant fui votre monde, mais en décidant que je n'étais pas digne de votre vérité. » Ces mots, simples et cruels, transpercèrent Marc comme autant de lames invisibles. Il baissa brièvement la tête, incapable de soutenir son regard. « Je comprends, murmura-t-il, et je ne cherche pas à me justifier. Seulement, je veux réparer, si vous me laissez une chance. » Camille soupira, un son chargé de lassitude et de tristesse. « Ce n'est pas si simple, Marc. Vous avez foulé quelque chose de précieux sans même vous en rendre compte. Et l'argent, la position, tout cela n'a rien à voir. C'est une question de confiance. Et la confiance, une fois brisée, ne se répare pas avec de belles paroles. » Marc sentit le désespoir poindre en lui, mais il refusa de céder. Il recula d'un pas, laissant à Camille l'espace qu'elle semblait réclamer. « Dites-moi ce que je dois faire, demanda-t-il. Je suis prêt à tout. » Camille le fixa longuement, pesant visiblement ses mots. Puis, avec une froideur contrôlée, elle énonça « Vous voulez me prouver que vous êtes différent? Alors vivez comme nous, travaillez comme nous, sans privilèges, sans confort, un mois entier, et peut-être, alors, je croirai en ce que vous dites. » Marc, pris de court par l'ampleur du défi, sentit son cœur s'accélérer. Ce qu'elle demandait n'était pas un simple sacrifice temporaire, c'était une véritable immersion, une mise à nu de tout ce qu'il avait été jusque-là. Mais au lieu de reculer, il hocha la tête, son regard brillant d'une détermination tranquille. « D'accord, » répondit-il simplement. Un sourire imperceptible effleura les lèvres de Camille, mais il s'éteignit aussitôt. Elle tourna les talons, regagnant le café sans un mot de plus, laissant Marc seul au milieu du jardin. Le vent se leva, soulevant une nuée de feuilles mortes autour de lui. Il resta là, immobile, sentant en lui une étrange sérénité. Il avait perdu son ancienne vie par orgueil et illusion. Peut-être était-il temps, enfin, de construire quelque chose de vrai, même si cela devait lui coûter plus cher que tout ce qu'il avait possédé jusque-là. Et tandis que le soleil commençait à grimper dans le ciel, baignant Saint-Aubin d'une lumière douce et dorée, Marc Lefebvre sut, avec une certitude absolue, que cette épreuve serait la plus dure,
mais aussi la plus essentielle de toute son existence. Le matin suivant, Saint-Aubin s'éveillait lentement sous un voile léger de brume, comme s'il voulait dissimuler encore un peu les promesses d'une nouvelle journée. Marc Lefebvre, cependant, était déjà debout, les yeux rivés à la fenêtre de la petite maison qu'il avait désormais appris à appeler chez lui. La nuit avait été courte, agitée par 1000 pensées, 1000 craintes, mais aussi par une étrange et nouvelle détermination. La proposition de Camille résonnait encore dans sa tête avec une intensité sourde. Un mois entier, sans privilèges, sans luxe, dans son monde à elle. Il savait que ce n'était pas une épreuve pour tester sa force physique ou sa capacité à supporter l'inconfort. C'était une épreuve de vérité, un chemin vers une humilité réelle, loin des masques, des excuses et des faux semblants. Et il l'avait accepté sans réserve, conscient que refuser aurait signifié perdre toute chance de mériter de nouveau le respect et peut-être l'amour de Camille. Peu après 8 heures, il se présenta au jardin de Camille, vêtu simplement d'un pantalon de toile usé et d'une chemise grossièrement repassée. Camille l'attendait, les bras croisés devant la porte du café, son visage fermé d'une expression neutre. Elle lui tendit un tablier en lin, sans un mot. Ce simple geste marqua le véritable début de l'épreuve. Les premiers jours furent rudes, bien au-delà de ce que Marc avait imaginé. Le travail au café était incessant. Nettoyer les sols, porter de lourdes caisses de provisions, servir des clients parfois exigeants, laver une montagne de vaisselle sous l'eau glacée. Chaque muscle de son corps protestait. Chaque soir, il rentrait à la maison courbattu, les mains meurtries, les jambes lourdes comme du plomb. Mais il ne se plaignait pas. Pas une seule fois. Il encaissait les tâches ingrates, les remarques parfois abruptes, les regards sceptiques des habitués du village qui observaient cet ancien inconnu devenu subitement l'un des leurs. Il absorbait tout cela avec une humilité qu'il ne soupçonnait pas posséder. Camille, fidèle à sa parole, ne lui accordait aucun traitement de faveur. Elle donnait ses ordres d'un ton sec, le corrigeait sans douceur quand il commettait une erreur, le renvoyait parfois recommencer une tâche qu'elle jugeait mal exécutée. Et pourtant, derrière cette rigueur, Marc devinait une surveillance discrète, une attention silencieuse. Chaque jour, elle notait ses progrès, évaluait sa ténacité, son authenticité. À mesure que les semaines avançaient, quelque chose commença à changer. Imperceptiblement, mais inéluctablement. Marc ne se contentait plus de faire semblant, de vivre cette vie. Il la vivait pleinement. Il prenait plaisir à arranger les tables avec soin, à discuter avec les anciens du village, à écouter les histoires des enfants, à savourer le goût d'un simple morceau de pain frais après une matinée de travail éreintant. Élise, témoin de cette métamorphose, changeait elle aussi. Elle avait proposé d'aider à la bibliothèque municipale, organisant des lectures pour les enfants, triant les vieux livres avec un enthousiasme sincère. Sa transformation était plus douce, plus lumineuse, comme une fleur qui s'ouvre lentement au soleil après un long hiver. Marc observait son évolution avec une émotion profonde, une gratitude silencieuse envers ce village, envers Camille, envers la vie elle-même. Le 20e jour du défi, alors que Marc terminait de nettoyer la terrasse après la fermeture du café, Camille s'approcha de lui. Pour la première fois depuis le début de cette épreuve, elle ne portait pas son masque de froideur. Elle semblait presque gênée, comme si elle cherchait ses mots. « Vous tenez bon », dit-elle simplement. Marc posa son balai contre le mur et la regarda avec sérieux. « Je tiendrai jusqu'au bout, pas pour prouver quoi que ce soit, mais parce que je ne veux plus jamais vivre autrement. » Camille esquissa un sourire fugace, à peine perceptible, mais qui réchauffa Marc bien plus que des paroles élaborées. Ce sourire était un signe, peut-être minuscule, mais réel. Les jours suivants, leur relation évolua doucement. Camille lui posait parfois des questions personnelles, non pas par curiosité mal placée, mais avec un intérêt sincère. Elle voulait savoir qui était vraiment Marc Lefebvre, loin des journaux économiques et des salons parisiens. Marc, de son côté, se dévoilait sans phare. Il parlait de son enfance modeste, de ses rêves déçus, de ses succès vides de sens, de sa solitude grandissante au fil des ans. Un soir, alors qu'ils rangeaient ensemble la salle vide du café, Camille s'arrêta devant une vieille photographie accrochée au mur, représentant le jardin de Camille, dans les années 50. Elle effleura l'image du bout des doigts et murmura
Ce café a vu naître et mourir tant d'histoires. Il en a gardé la mémoire. Marc la regarda, bouleversé par la douceur de sa voix. « Peut-être qu'il est temps d'y écrire une nouvelle histoire, dit-il doucement. » Camille tourna la tête vers lui. Leurs regards se croisèrent et pendant un instant suspendu, tout ce qui avait été brisé, tout ce qui avait été blessé, sembla trouver un chemin vers la guérison. Mais Camille n'était pas femme à se précipiter. Elle se redressa, réajustant son tablier, et répondit d'une voix ferme mais non dénuée de chaleur. « Terminez votre mois, Marc. Après cela, nous verrons. » Marc acquiesça sans protester. Il acceptait ses conditions, ses doutes, ses peurs. Il acceptait tout, parce qu'il savait que pour aimer véritablement, il fallait commencer par respecter, écouter et attendre sans exiger. Alors que la nuit enveloppait Saint-Aubin de son manteau d'étoiles, Marc Lefebvre ressentit une paix profonde. Il savait que la route serait encore longue et incertaine, mais pour la première fois depuis des décennies, il avançait sans masque, sans faux, sans blanc, porté par une vérité qu'il avait enfin appris à embrasser. La dernière semaine de l'épreuve imposée par Camille s'annonçait avec la rigueur d'un ultime examen. Chaque jour, Marc Lefebvre se levait avec la même détermination, la même humilité, renforcée par la conscience que ce n'était plus un simple défi à relever, mais une manière de vivre à incarner pleinement. Le luxe, le confort, les facilités d'autrefois n'avaient plus d'emprise sur lui. Désormais, le bruit du vent dans les arbres, l'odeur du pain chaud à l'aube, les sourires vrais des habitants de Saint-Aubin étaient devenus ses richesses véritables. Marc s'était complètement fondu dans la vie du village. Le matin, il aidait à décharger les livraisons, nettoyait les terrasses, polissait les verres du café. L'après-midi, il participait aux travaux communaux, réparant des bancs publics, plantant des arbres, rénovant même, avec d'autres volontaires, l'ancienne fontaine de la place. Son engagement ne passait plus inaperçu. Les regards méfiants des premiers jours avaient laissé place à des sourires, à des poignées de mains franches, à des invitations spontanées pour partager un verre ou un repas. Élise, de son côté, s'était épanouie. Elle organisait des ateliers créatifs pour les enfants, aidait les personnes âgées à faire leurs courses et s'était même mise à tenir un petit stand de pâtisserie maison le samedi matin, au marché. Sa métamorphose était presque plus frappante encore que celle de son père. Elle rayonnait d'une lumière nouvelle, loin des artifices de sa vie d'avant. Camille observait tout cela avec prudence, mais aussi avec un espoir naissant qu'elle peinait à dissimuler. Chaque jour, elle voyait Marc s'ancrer davantage dans cette réalité qu'elle chérissait, non pas par obligation, mais par choix sincère. Cela éveillait en elle une émotion complexe, un mélange de soulagement, de tendresse, mais aussi de crainte. Elle avait vu trop de promesses trahies pour céder à la première lueur d'espoir. Un soir, après une journée particulièrement éprouvante où Marc avait aidé à réparer le toit d'une grange sous un soleil écrasant, Camille vint le trouver alors qu'il se reposait sur un banc, face au vieux moulin du village. « Vous êtes en train de devenir l'un des nôtres », lança-t-elle d'un ton à la fois taquin et grave. Marc sourit, essuyant la sueur de son front. « C'est tout ce que je veux », répondit-il sans détour. Ils restèrent silencieux un moment, contemplant le paysage doré par les derniers rayons du soleil. Puis Camille, après une hésitation, reprit « Pourquoi êtes-vous resté, Marc? Vous auriez pu partir après tout ce qui s'est passé. » Marc tourna la tête vers elle, son regard plongé dans le sien. « Parce que j'ai trouvé ici ce que je ne savais même pas chercher, » murmura-t-il. « Parce que ce monde, vos valeurs, votre courage, tout cela m'a transformé. Et parce que, même si je ne peux pas effacer mes erreurs, je peux choisir de devenir meilleur. Pas pour obtenir quelque chose, mais parce que c'est la seule voie qui vaille d'être suivie. » Camille baissa les yeux, visiblement émue. Elle n'était pas prête à lui donner sa confiance pleinement. Pas encore. Mais quelque chose en elle, une partie longtemps endormie, recommençait à croire. Les jours suivants furent marqués par une atmosphère différente. Une complicité discrète renaissait entre Marc et Camille. Elle lui confiait des responsabilités plus importantes au café, lui laissait gérer les commandes, parler avec les fournisseurs. Elle lui faisait confiance lentement mais sincèrement. Un après-midi, alors que Marc aidait Élise à préparer des décorations pour la fête annuelle du village, il réalisa à quel point sa fille avait changé. Elle riait avec les enfants, nouait des liens avec les mères de famille, échangeait des conseils de cuisine avec les anciens. Elle n'était plus la jeune fille capricieuse obsédée par le luxe,
Elle était devenue une jeune femme capable d'empathie, de générosité, de sincérité. La fête annuelle approchait et tout le village se mobilisait pour l'événement. Marc et Camille se retrouvèrent souvent à travailler côte à côte, échangeant des regards, des sourires, parfois de courts instants de silence lourds de signification. Ils montèrent ensemble des stands, accrochèrent des guirlandes, organisèrent les tables pour le grand banquet en plein air. Chaque geste partagé resserrait un peu plus les liens entre eux, tissant une toile invisible faite de confiance, de respect et peut-être timidement d'un début de pardon. La veille de la fête, alors qu'ils terminaient d'installer les dernières décorations, Camille proposa à Marc de marcher un peu. Ils s'éloignèrent de la place illuminée, longeant la rivière qui serpentait à travers les champs. Le ciel d'un bleu profond était parsemé d'étoiles scintillantes. « Le mois est presque terminé, dit Camille d'une voix douce. Marc hocha la tête, sentant son cœur battre plus fort. « Oui, mais pour moi ce n'était que le début. » Camille s'arrêta, le regard perdu dans les reflets de la lune sur l'eau. « Et si demain je vous disais que votre épreuve est réussie, que vous êtes libre de repartir à votre vie d'avant ?» Marc la fixa, la gorge serrée. « Alors, je choisirais de rester ici, avec vous, si vous le permettez. » Camille se tourna vers lui. Ses yeux brillaient d'une lueur que Marc n'avait jamais vue auparavant, mélange d'espoir et de crainte. « Ce que je veux, Marc, ce n'est pas un sacrifice, ce n'est pas une preuve. Ce que je veux, c'est que vous restiez parce que votre cœur appartient déjà à cet endroit, à ces gens, et à moi. » Marc s'approcha doucement comme pour ne pas briser la magie de l'instant. « Mon cœur n'a jamais été aussi certain de quelque chose, » répondit-il d'une voix tremblante. Camille sourit alors, un vrai sourire libéré de toute réserve, de toute peur. Un sourire qui parlait de pardon, de renaissance et d'un avenir encore fragile, mais désormais possible. Sous les étoiles silencieuses, sans qu'aucun mot supplémentaire ne soit nécessaire, ils scellèrent cette promesse fragile, faite non de grands serments, mais d'une vérité partagée, construite, jour après jour, geste après geste. Et Marc sut, dans la lumière douce de la nuit, qu'il venait enfin de trouver son véritable foyer. La fête annuelle de Saint-Aubin était une explosion de couleurs, de rires et de musique populaire. Toute la place centrale du village avait été métamorphosée en un joyeux tableau vivant, paré de guirlandes de fleurs, de lampions suspendus aux platanes centenaires et de longues tablées couvertes de nappes à carreaux. Les habitants, vêtus de leurs plus beaux habits, circulaient entre les étals, saluant amis et voisins d'un mot ou d'un éclat de rire. Marc Lefebvre, vêtu simplement d'une chemise de lin et d'un pantalon de toile, se tenait près du grand kiosque à musique, observant cette scène avec une émotion qu'il ne chercha plus à contenir. Cette fête n'était pas un événement quelconque pour lui. C'était la consécration silencieuse de son voyage intérieur, la preuve tangible que sans privilège, sans titre, sans artifice, il avait su trouver sa place parmi ces gens, simples et vrais. Élise, radieuse, aidait à distribuer des parts de tarte et des verres de cidre aux enfants qui couraient partout. Elle riait, dansait parfois, en tournant sur elle-même, incarnant cette jeunesse libre et insouciante qu'elle avait longtemps réprimée sous des couches de superficialité. Marc la regardait, la gorge serrée de fierté et de reconnaissance. Sa fille, si longtemps enfermée dans une tour d'ivoire invisible, avait su, elle aussi, s'ouvrir au monde. Camille, vêtue d'une robe légère aux motifs floraux, était d'une beauté simple mais éclatante. Elle dirigeait la fête avec l'assurance tranquille d'une femme respectée et aimée par toute une communauté. Quand elle croisait le regard de Marc, un sourire s'ébauchait parfois, complice, timide, porteur d'une promesse discrète. Au fil de la soirée, la musique devint plus douce. Les couples commencèrent à se former sur la piste improvisée au centre de la place. Des valses lentes s'élevaient dans l'air tiède du soir, et les guirlandes lumineuses semblaient cligner doucement au rythme des pas de danse. Marc sentit son cœur battre à tout rompre. C'était le moment. Sans hésitation, il traversa la foule, évitant les bancs, les tables, les enfants rieurs, jusqu'à atteindre Camille. Elle venait de poser un plateau vide sur une table et s'apprêtait à regagner l'intérieur du café quand il lui tendit la main. « Dansez avec moi », murmura-t-il. Elle hésita, une fraction de seconde, lisant dans ses yeux toute la sincérité de sa demande, toute la pureté de son sentiment. Puis, lentement, elle posa sa main dans la sienne. Ils s'avancèrent au milieu de la piste,
et au moment où leurs corps s'effleurèrent, le monde autour d'eux sembla s'effacer. Marc glissa doucement sa main dans le creux du dos de Camille, tandis que leurs doigts s'entrelaçaient avec une simplicité désarmante. Ils commencèrent à danser, maladroitement d'abord, puis avec de plus en plus d'assurance, emportés par la musique et par quelque chose de plus fort encore, la vérité nue de ce qu'ils ressentaient. Autour d'eux, les villageois souriaient. Certains échangeaient des clins d'œil complices. Ils avaient vu l'histoire se tisser lentement, jour après jour, et ils savaient que cette danse n'était pas seulement une danse. C'était une déclaration silencieuse, un engagement, une renaissance. Après quelques minutes suspendues dans le temps, la musique ralentit puis s'éteignit. Mais ni Marc ni Camille ne bougèrent. Ils restèrent là, au milieu de la place, les fronts presque touchés, respirant le même air, portés par la même émotion. Camille leva les yeux vers lui, un éclat de lumière humide dans son regard. « Tu sais que rien ne sera facile, » murmura-t-elle. Marc sourit doucement. « Rien de ce qui en vaut la peine ne l'est, » répondit-il. Elle ferma les yeux, un instant, comme pour savourer la force tranquille de cette vérité. Puis, doucement, elle posa sa tête contre son épaule. Et ainsi, au milieu des lumières vacillantes, des enfants endormis sur les genoux de leurs parents et du murmure du vent dans les arbres, ils scellèrent une promesse silencieuse. Plus tard, alors que la fête touchait à sa fin et que les premiers rayons de l'aube commençaient à effleurer l'horizon, Marc et Camille marchèrent côte à côte jusqu'à la petite maison de pierre. Élise les y attendait, fatiguée mais souriante, assise sur les marches, une couverture enroulée autour de ses épaules. Marc s'assit près d'elle, Camille de l'autre côté. Pendant un long moment, ils contemplèrent ensemble le ciel qui pâlissait lentement, dans un silence empli de gratitude et d'espoir. Élise brisa le silence la première. « Nous avons trouvé quelque chose ici, n'est-ce pas ?» Marc passa un bras autour de ses épaules et la serra doucement contre lui. « Oui, ma chérie, nous avons trouvé bien plus que ce que nous étions venus chercher. » Camille, les observant tous les deux, sentit son cœur se remplir d'une chaleur nouvelle. Elle aussi avait trouvé quelque chose qu'elle croyait perdu à jamais, la capacité d'ouvrir de nouveau son cœur. Le soleil se leva enfin, baignant Saint-Aubin d'une lumière douce et dorée. Les volets commencèrent à s'ouvrir, les premières odeurs de pain chaud flottèrent dans l'air. Le village s'éveillait, comme chaque jour, mais pour Marc, Élise et Camille, ce n'était pas un jour comme les autres. C'était le premier jour d'une nouvelle vie, fondée sur la vérité, la simplicité et l'amour. Et dans cette petite place oubliée du monde, sous le ciel immense et lumineux, leur histoire ne faisait que commencer, portée non par des promesses écrites, mais par des gestes quotidiens, sincères et vivants, comme autant de graines semées dans une terre enfin fertile.